Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur WEG GT Live. Ce soir pour un live exceptionnel. Donc l'invité Fabrice va nous le décrire. Donc nous avons quand même un invité prestigieux qui sévit outre-Manche. Bonsoir Wouli aussi au passage. Hello. Voilà. Notre invité, il sévit outre-Manche et je vais laisser Fabrice vous présenter. Alors notre invité à nouveau un pilote d'exception francophone. C'est un bon français de chez toi, on va dire, Alban, puisqu'il est originaire de Grenoble. Mais surtout, pour décrire notre invité de ce soir, moi j'ai trouvé l'aventurier. Pourquoi l'aventurier? Parce que il a pris ses bagages pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, pour conquérir, commencer par la monoplace avec quand même pas mal de succès. Et force est de constater que ça a quand même marché avec un titre d'Indy Light et qu'aujourd'hui, il est, je dirais, dans les catégories diverses, variées, mais il est toujours dans le haut du tableau. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans une GT ou dans un proto. Il est devant et je pense que c'est peut-être de bon augure pour la suite, pour peut-être un contrat officiel. Donc on va en parler avec lui, il va nous retracer un petit peu son expérience, nous parler des États-Unis, parce que on a déjà accueilli Bruno Spangler qui nous a parlé un petit peu d'IMSA. Mais là on va avoir une autre vision. Salut Tristan. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi surtout d'être venu, Tristan. Donc, vous l'avez compris, nous recevons Tristan Vautier, pilote en IMSA, en la plus haute catégorie IMSA, en DPI, et qui conduit une Cadillac, c'est le team JDC Motorsport. Voilà. Alors, Tristan, on va commencer par une question bateau qu'on t'a dû tous te poser. Comment t'es venu cette passion pour le sport auto? Alors, mon père a essayé d'être pilote quand il était jeune. Il s'est retrouvé endetté assez vite, donc il a dû aller faire plagiste pour rembourser la banque, parce que je crois qu'il avait fait un emprunt à l'époque pour acheter sa Formule Ford. Et en fait, il est devenu architecte, mais il a passé son diplôme d'architecte en dessinant un projet de circuit plutôt que des bâtiments. Et son premier projet n'est pas arrivé à complétion. Je pense que j'ai un peu de mal à parler français maintenant que je passe beaucoup de temps ici. Mais son premier projet ne s'est pas finalisé, mais le deuxième s'est finalisé et il a fait construire le circuit du Laquais quand j'avais 4 ans. Donc, il a tout de suite eu une petite piste de kart et il m'a mis dans le karting à 4 ans. Et voilà, quand j'étais pas à l'école le mercredi après-midi, je faisais du kart et de fil en aiguille, j'ai fait ma première course à 10 ans. Hey. Donc, le circuit du Laquais, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un circuit qui est entre Lyon et Grenoble et il accueille tout type de monoplace. Donc, ça peut aller de la monoplace jusqu'à la voiture GT. C'est ça? Exactement. Donc, c'est un circuit privé qui n'accueille pas de courses. On a des normes très strictes par rapport au bruit et les voisins ne sont pas très loin. Donc, il n'y a pas de course, mais effectivement, il y a une école de pilotage monoplace, une école de pilotage avec des voitures Renault Sport, des Alpines. Il y a des Caterham Lotus 7, une piste de kart. On a aussi ajouté une piste de kart indoor qui est basée sur Grenoble au groupe du circuit. Donc la piste est bien occupée. Il y a aussi des équipes privées qui viennent faire des tests, des constructeurs qui louent la piste pour les présentations de véhicules ou du développement. Donc il y a beaucoup de différents types d'activités sur le circuit. D'accord. Alors Tristan, t'es tombé dedans étant jeune. Est-ce qu'il y a un pilote qui t'a inspiré, qui t'a dit, tiens, je veux faire comme lui? Euh, Bah, je dirais qu'à mon époque, bon, je suis né en 89. J'avais à peu près 10 ans quand Schumacher a commencé à tout gagner. Donc forcément, on regardait beaucoup Schumacher. Senna, je dirais que j'étais un peu trop jeune pour vraiment me rendre compte à l'époque où, on va dire, quand il a eu son accident, c'était l'époque où tu commençais à regarder la Formule 1 et comprendre un peu ce qui se passait. Alors, je me rappelle, il y a une époque où mon père m'a dit que Schumacher venait de gagner le championnat du monde. Et en même temps, j'avais vu une vidéo
où Schumacher coupait une chicane. Et je croyais qu'en fait, quand on coupait une chicane, qu'on passait dans l'herbe et qu'on revenait sur la piste, on était champion du monde. Donc après, à chaque fois que je regarde un Grand Prix et quelqu'un coupait une chicane, je disais à ma mère que le pilote était champion du monde. Donc voilà, à l'époque du Sénat, j'étais encore un peu trop jeune pour tout comprendre. Mais je dirais qu'on regardait beaucoup Schumacher. Il y a Jérôme Polican qui a une grosse influence sur ma carrière, qui m'a aidé, lui, et par le biais de tous les pilotes qui roulaient pour son équipe, qui m'ont soutenu. Gabriel Maltazar, Mauro Ricci, Aka, Jean-Luc Boblic, m'ont tous filé un coup de main, et d'autres bien sûr, m'ont tous filé un coup de main à l'époque pour démarrer en monoplace. Donc Jérôme est un bon exemple aussi pour moi. Voilà, je dirais que c'est les deux que je regardais le plus à l'époque, en tout cas où je démarrais, où j'étais encore avant mes premières courses en monoplace, quoi. Tout à fait. Alors Tristan, juste pour te resituer au niveau de nos membres qui regardent le live, 243 courses, 29 victoires, 64 podiums. Est-ce qu'on est dans le vrai? Je crois que c'est à peu près ça. J'ai pas updaté mon CV depuis l'hiver dernier, mais je crois qu'on est proche. En tout cas, c'est à peu près ça, oui. Ouais. Et alors, est-ce que toi, quand tu vois ces stats, est-ce que tu te dis, ouais, j'ai fait du bon travail, ou tu te dis, allez, je peux encore performer un peu plus? Oh non, on a toujours tendance à regarder de l'avant, et je pense que quand tu es pilote, tu es perfectionniste et tu as toujours tendance à regarder. Bien sûr, faut être capable de se donner du crédit par rapport à ce que tu as fait de bien. Mais on a toujours tendance à se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Donc on se dit, j'ai gagné tant de courses, j'aurais pu en gagner tant. J'ai fait tant de podiums, j'aurais pu en faire tant. Donc on a plutôt tendance à regarder les opportunités manquées, pas trop en regardant vers le passé, mais plutôt en les regardant comme des choses dont on doit se servir pour être meilleur sur les opportunités futures. Donc, j'ai tendance vraiment pas à regarder le passé, à me dire, ouais, c'est très bien ce que tu as fait, c'est tout ça. Non, c'est juste un peu, ça me permet de continuer d'avancer et d'essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le karting, Fabrice? Ouais, Tristan, donc tu nous parlais de ton expérience de karting à partir de 4 ans sur la piste de ton père. Donc tu commences tes compétitions à 10 ans pour finalement rejoindre, avoir une très courte expérience karting, minime cadet, un peu de Grand Prix FFSA, les événements des championnats de France de l'époque. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ça avant ton intégration à l'Autosport Academy? En fait, le karting m'a appris beaucoup de bases. Ce qui est marrant, je dirais, c'est que quand on a démarré le kart, c'était presque comme un loisir, dans le sens que, bon, mon père, il avait un circuit automobile, il gagnait bien sa vie par rapport voilà, au job moyen que tu peux avoir tous les jours, mais il voyait la F1 et la carrière professionnelle comme quelque chose d'inaccessible pour nous, même s'il était, on peut dire, aisé par rapport à, voilà, on avait, par rapport au budget et les financements que la course requiert, sur papier, on n'allait pas y arriver. Donc je dirais qu'il le voyait plus comme un loisir, et donc il me soutenait tout ça, mais on n'a jamais mis les moyens dans le karting qu'il faut pour vraiment se battre devant. Par exemple, je me rappelle ma première course de championnat de France minime, c'était à Lyon, à Saint-Laurent-de-Mur, sur la piste à côté du circuit, du Laquais. Et en fait, à la dernière manche qualif, je sais pas, je me suis pris une boîte, comme on disait à l'époque, et ça a pété la chaîne. Et en fait, ça m'a fait serrer le moteur, le fait que le moteur prenne les tours aussi vite d'un coup. Et j'étais quand même qualifié pour la finale malgré ça, parce que j'avais fait des très bons résultats auxquels on ne s'attendait pas dans les autres manches qualifs. Et en fait, on n'avait pas de deuxième moteur. Donc, j'ai pas fait la finale, on l'a regardé. Et puis, petit à petit, quand mon père a vu que j'étais quand même pas trop mauvais et que peut-être qu'on pouvait y arriver. Finalement, on a fait du kart, je dirais, au niveau minimal pour que j'apprenne les bases. Mais pour nous, sachant les budgets que représente le kart, à l'époque, hein, pour gagner, pour être compétitif en junior ou en ICA, il fallait dépenser la même chose que pour faire une saison de Formule Campus, qui est maintenant l'Autosport Academy. Donc, on a tout de suite dit, on a un circuit. Il y avait mon père, j'avais un super coach, Denis Plichet,
qui a aussi coaché Pierre Gasly, qui était à la Winfield à l'époque des grands noms qu'on a vus en F1 française. Donc, j'avais un super coach et on a dit, plutôt que de dépenser tout cet argent en cartes, si tu as appris les bases et qu'on pense que ça peut te suffire pour ton passage à l'auto, autant t'entraîner à fond et essayer d'être prêt de se préparer pour le volant Mygale. Et donc, j'ai fait, je dirais presque de fin 2004 à fin 2005 pour le volant Mygale, je roulais non-stop dès que la piste était libre et que j'étais pas à l'école pour me préparer et ça a permis en fait à l'époque mon père est ami d'enfance avec Jérôme Polican qui a le team AKSP qui m'a toujours un peu soutenu et on avait dit on fait le volant Mygale et puis si il m'avait dit, si tu te débrouilles pas trop mal, on pourra peut-être te trouver un peu d'argent pour faire la campus. Et puis finalement, le volant Mygale, j'ai fait 2e. C'était une bagarre très serrée avec Kevin Estre, ce qui était super parce que c'était son père, Jean-Claude, qui me faisait rouler en karting. Donc c'était vraiment cool de se retrouver l'un contre l'autre au volant Mygale parce qu'on était super potes, on avait énormément de respect l'un pour l'autre, mais bon, on était aussi adversaires. Et voilà, il m'a battu pour, je ne sais plus, 6 centièmes de seconde, je crois, sur la moyenne des 5 tours de la finale. Et donc, c'est lui qui a eu la bourse. Moi, j'ai eu une petite bourse, mais du coup, on a réussi à motiver avec mon père, avec Jérôme, les pilotes qui roulaient pour lui, pour me sponsoriser un petit peu, tout ça. Et j'ai pu faire ma première saison en campus. Où j'ai fini 2e derrière Kevin. Une fois de plus, on était ex-aequo en points et il avait une victoire de plus, 6 victoires contre 5. Donc, mais là, comme on était très proches, la FFSA nous a presque tous les deux donné la même bourse, où il a eu un tout petit peu plus que moi, mais on a tous les deux pu aller en Formule Renault au Graf. Et voilà, à partir de là, c'est là que la transition s'est faite. Ouais. C'est là, je pense que la mayonnaise a commencé à prendre parce que le Graf, c'était quand même l'équipe de référence avec Jean-Philippe Grand à l'époque aux manettes. C'est une équipe quand même qui se battait pour le titre et qui avait commencé dans la Formule Renault 2000 avec Renaud Derlot. Et puis, je pense que c'était la bonne école. Exactement, c'était la bonne école. Je me rappelle, c'était le Graf contre SG Formula. C'était 2 écoles très différentes. Le Graf, c'était plutôt un peu plus old school et SG, c'était plutôt le nouveau team qui était très ordinateur, très acquisition de données. Il fallait freiner du pied gauche. Nous, au début, au Graf, il fallait freiner du pied droit. Après, on s'est mis au pied gauche parce que chez SG, il freinait du pied gauche. Je me rappelle, c'était un peu cette époque de transition. Et eux, c'était une bonne école. Moi, c'est Jean-Philippe qui était mon ingénieur. Donc, il en a vu passer des pilotes. Donc, voilà. Et c'est vrai que oui, la mayonnaise a prise. On a fait 2 podiums en Eurocup, des podiums en championnat de France. Quand tu arrives en Formule Renault en sortant de la campus, normalement, c'est une année pour apprendre, une année pour gagner. La première saison a été difficile quand même s'il y a eu des performances. Je dirais que ça n'a pas été assez bon pour être pris par des constructeurs comme Red Bull ou à l'époque, il y avait encore le programme Toyota qui peuvent t'emmener jusqu'en F1. Et, en 2008, pareil, la saison était bonne, mais pas assez bonne pour être pris par Red Bull ou voilà, accéder à une filière qui pouvait me permettre d'aller en F1. Donc, la mayonnaise a prise, mais c'est aussi là que, quelque part, je dirais, la trajectoire F1 a commencé à être vraiment difficile. Et fin 2008, la crise a fait que tous les gens qu'on avait réussi un peu à mettre derrière moi, ils ne pouvaient pas, d'un côté, licencier leurs employés et continuer à sponsoriser des programmes en sport auto. Donc, je dirais que financièrement, c'est là qu'on a pris un gros coup au niveau des sponsors que j'avais derrière moi. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller en Angleterre faire de la Formule Palmer parce que le championnat était relativement vraiment pas cher par rapport à ce qui se faisait. Et il y avait une bourse à gagner pour passer dans le nouveau championnat FIA Formule 2. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai un peu changé de trajectoire à ce moment-là. Ouais. Et là, tu t'es dit, voilà, l'avenir sport auto passera de toute façon par l'étranger. Exactement. C'était, OK, le schéma type Formule Renault F3, GP2 F1, ça ne va pas marcher pour moi. Ce n'est plus réaliste. On ne va pas y arriver. Par rapport à ce qu'on savait faire financièrement avec les gens qui étaient derrière moi, tout ça, on savait que de toute façon, après la Formule Renault,
déjà la Formule Renault, on était un peu juste, mais après la Formule Renault, on ne savait plus faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver un autre moyen d'y arriver. Donc, c'est là que tu regardes les trucs alternatifs, les championnats où tu as des bourses, les scholarships, tout ça. Et là, il y avait ce nouveau fameux championnat de F2 qui restait entre guillemets abordable parce que c'était à mi-chemin entre des budgets de Formule Renault et de F3. Et tu te dis, bon, bah, si je gagne la Formule Palmer, que j'ai la bourse, que j'arrive à générer un peu de sponsoring, tout ça, je peux peut-être faire la F2. Si je gagne la F2, j'ai un test chez Williams F1. Bon, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette trajectoire un peu alternative. La Palmer, je n'ai pas réussi à gagner le championnat. J'ai gagné 6 courses, mais j'ai pas gagné le championnat. Mais en fin d'année, j'ai eu... Enfin, c'était pas vraiment un coup de chance, c'était une circonstance. Il y a un pilote qui pouvait pas faire la dernière course du championnat parce qu'il roulait en GP2, je crois. Et il a, entre guillemets, bradé son siège. Donc, je sais plus le budget, mais il a essayé, comme son siège était déjà payé, de le sous-vendre à quelqu'un. Et on a sauté sur l'opportunité. Toujours le même groupe de personnes, un peu, qui était derrière moi depuis la campus. Tout le monde a un peu mis la main à la pâte pour m'aider à faire cette course. Et j'ai pu, pour ma première course en F2, j'ai fait un podium et une 6e place. C'était un week-end de 2 courses. Donc ça a recréé de l'enthousiasme. Fin 2009, les choses allaient un peu mieux économiquement. Ça commençait. Et là, bon, une fois de plus, la F2, c'était quand même des gros budgets. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? La F2, on est trop juste. On va pas pouvoir y arriver. Même si tu as fait une super course, machin, on va pas pouvoir y arriver. Qu'est-ce qui nous reste, quoi? Est-ce que tu fais de la Porsche Cup? Et si tu gagnes la Porsche Cup, tu as une chance de devenir pilote Porsche, qui serait une super carrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme formule de promotion en GT? Est-ce que le rêve monoplace, c'est vraiment fini? Et là, tu te dis, bon, de toute façon, vraiment, le goal, c'était la F1. Le deuxième meilleur truc, c'est l'IndyCar. Bon, il y a quand même un truc aux États-Unis. Tous les championnats en dessous de l'IndyCar, quand tu gagnes, tu passes automatiquement à l'échelon du dessus parce que tu as une bourse complète, du budget complet. Donc c'est là qu'on s'est dit, bon, il y a la Star Mazda, donc c'était l'équivalent de la F3 en Europe à l'époque. On avait même pas on avait, je dirais, la moitié d'un budget normal, mais tu te dis, bon, ben, il faut qu'on tente quelque chose et t'as pas encore envie d'abandonner, de te dire, bon, moi, je pars sur une carrière GT, je vais en Porsche Cup. Non, il y a encore une petite lueur d'espoir. On va essayer de trouver une autre alternative. Donc, j'ai regardé les teams et il y avait plusieurs teams. À l'époque, il y avait JDC, il y avait Andersen qui se tirait la bourre pour les titres. Et je savais que c'était entre une des deux équipes. La seule différence, c'est que je savais Dan Andersen, en fait, l'équipe, pour lui, c'était un businessman américain. L'équipe, c'était un peu son plaisir. Et j'avais vu que dans le passé, bah, il avait fait venir des pilotes d'Europe et que si les mecs étaient bons, il les gardait parce qu'il pouvait. C'est-à-dire qu'il finançait son équipe et je savais que si j'arrivais à me démarquer, j'avais une chance qu'il me garde toute la saison, même si j'avais pas tout le budget. Alors que pour JDC, je savais que c'était une super équipe aussi, mais ils avaient besoin de l'argent, c'est sûr, pour finir la saison. Donc en fait, on a demandé aux deux équipes une offre pour faire la première moitié du championnat ou un peu plus, en disant voilà ce qu'on a en budget, jusqu'à où on peut aller. Et on a regardé les deux offres et j'ai dit la seule différence, c'est que de toute façon, avec Andersen, je sais que même si on n'a pas retrouvé de l'argent, peut-être qu'il me gardera. JDC, je pense pas qu'ils pourront parce que à la fin de l'année, il faut que le patron, c'est vraiment son business principal, quoi. Donc on a choisi. Je suis parti faire un test avec Andersen, avec mon père. On était un peu paumés aux États-Unis. On arrivait à Miami, on arrive à Sebring, on parlait pas trop. Moi, je parlais quand même un peu anglais avec l'école, tout ça, mais et on a fait le test et ça s'est super bien passé. Donc le team, on a signé pour la première moitié de saison et ça s'est plutôt bien passé. J'étais encore en titre en lice pour le titre à la mi-saison. J'avais gagné 2 courses. J'étais le meilleur des pilotes Andersen. Donc, je suis allé voir Dan. Et je me rappelle, j'avais fait un tableau. J'avais pris un papier à l'époque. J'avais un ordinateur, mais j'aurais pu faire un Excel. Mais j'ai fait un papier avec ma règle, avec une grille, en disant bon bah voilà, si tu me gardes pas pour la fin de saison, bon ben bye bye. Si tu me gardes et que je gagne le championnat, ben, au final, même si je te donne pas plus d'argent, ce sera pareil parce que tu garderas la prime.
si je fais deuxième, bon, bah, tu perdras un petit peu. Et si je fais troisième, tu perdras beaucoup, mais quand même, tu auras tenté. Donc, il m'a dit, bon, allez, trouve-moi, je sais plus, si tu me trouves 15 ou 20 000 dollars, je te garde. Donc, et là, voilà, pareil, on a fait 2-3 coups de fil. On a trouvé 15 000 dollars. Il m'a gardé pour la fin de saison. On a eu, je crois, 2 casses mécaniques. J'ai pas gagné le championnat. Donc là, un peu retour à zéro. Sauf qu'entre-temps, en fait, Andersen a décidé d'arrêter son team. Donc, je n'allais pas retourner avec eux pour essayer de gagner le championnat. Mais là, il y a JDC qui m'appelle et qui dit, bon, écoute, chaque année, quand même, on est capable d'aider un petit peu un pilote parce qu'à l'époque, en Star Mazda, il y avait quand même des pilotes amateurs et leurs pilotes gentlemen de l'équipe les aidaient un petit peu à apprendre des petits jeunes, tout ça. Et JDC me fait une offre et ils disent, bon, bah, en fait, dans l'offre, il n'y avait pas assez de moteurs, pas assez de pneus neufs pour gagner le championnat, mais on dit, bon, bah, on commence et puis si on voit qu'on est en lice, on remettra plus de pneus, plus de moteurs. Et puis, en fait, dès la deuxième course du championnat, on était en tête. Et donc, finalement, on a continué en sachant qu'à chaque course, on se rapprochait du titre, donc on se rapprochait du fait que le team ait la prime. Et donc, bon, voilà, on rajoutait un peu pour les pneus, pour le moteur, et puis on a gagné le championnat. Et là, c'est là vraiment qu'en fait, j'ai réussi à prendre de l'élan parce que j'avais d'un coup 500 000 dollars pour passer en Indy Lights. Et là, pour la première fois, c'était les teams qui m'appelaient pour essayer d'avoir le budget Mazda et de me faire venir dans leur équipe, quoi. Donc, ouais. Ça a été ton premier titre majeur, la Mazda, Ouais, Tristan? premier titre. Ouais. J'ai été passé très près l'année d'avant déjà en Star Mazda et très près en Palmer Audi. Mais c'était le premier championnat et d'un coup, ça change beaucoup les choses quand même. Ouais. Et comment tu l'as vécu, ton exil au début de ta jeune carrière américaine? Ça n'a pas été trop dur, hein? Non, c'était pas dur, c'était vraiment super en fait parce que Dan Andersen avait cette équipe de course et l'équipe était basée sur une piste de karting qui lui appartenait, de kart de loc. Et il y avait un jeune qui s'appelait Johnny Baker, qui était un de ses anciens pilotes, un Anglais, qui s'occupait à moitié de la piste de kart et à moitié de recruter les pilotes pour son team de course. Et en fait, quand il a vu qu'on était juste en budget avec mon père, tout ça, il a dit à mon père, Tristan, il peut venir habiter chez moi pendant la saison. Comme ça, s'il me paye un peu de la bouffe, tout ça, si ça vous aide. Et en fait, j'ai habité chez ce mec-là toute l'année avec mon coéquipier avec qui je me battais pour le titre, Anders Krohn. Donc, on habitait les trois chez lui. On faisait de la PlayStation tous les soirs. On allait bouffer au resto parce qu'il n'y en avait aucun de nous qui était capable de cuisiner, enfin au resto du coin, hein, pas un resto. Et en fait, on s'éclatait et toute la journée, on était à la piste de cartes à attendre qu'il ait fini de bosser, à l'aider, à tirer les ficelles, on allait faire un peu des tours de cartes. Et donc, c'était une super année. Et il se trouve qu'en fait, comme il savait que la deuxième saison, le team Andersen a arrêté, mais comme il savait que la deuxième saison, on était un peu juste aussi en budget, il m'a laissé rester chez lui 2 ans de suite. Donc, ça m'a permis de m'intégrer hyper vite parce que je parlais anglais tout le temps. L'équipe était très sympa. Le team manager, il conduisait ils appellent ça les residential vehicles, les camping-cars géants, là. Il conduisait le camping-car géant de Dan Andersen sur toutes les courses. Donc, en fait, il nous emmenait derrière dans le camping-car et on faisait des road trips de 2-3 jours jusqu'à certaines courses, tout ça avec le team manager, 1 ou 2 mécanos et les 2-3 pilotes dans le camping-car derrière. Donc c'était marrant, j'ai des super souvenirs. Je pense que c'était mes plus belles années aux États-Unis, en fait, pour être honnête, au niveau entre les courses, quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'après, ça nous fait arriver en 2012. Et là aussi, d'entrée de jeu, tu gagnes l'Indy Light. Tu t'es même pas donné une année pour gagner, enfin, une année pour apprendre, une année pour gagner, tu la gagnes direct. Bah ouais, ça. C'était. Ce qui était, je dirais, ce qui était intéressant, c'est que c'était la première année depuis la Formule Renault en 2007, je crois, où j'avais vraiment un vrai programme. C'est-à-dire que j'ai fait 8 journées d'essai, je crois, avant que la saison démarre. Voilà, on avait commencé à rouler en novembre, avec 2 trains de pneus neufs chaque journée d'essai. Vraiment un programme parfait. Donc, en fait, j'étais vraiment préparé pour la saison. Et entre guillemets, j'étais dans ma saison rookie, mais on n'avait aucune excuse. Et c'était un peu du luxe pour moi d'avoir autant d'essais, je connaissais mon programme fin novembre jusqu'à date. Une fois de plus, pareil, à part 2007 où j'avais la bourse de la campus, tout ça, en général, en janvier, on ne savait pas où on allait rouler. Donc là, en fait, je suis arrivé en Indy Lights prêt. Et c'est vrai que
la première course à Saint-Pétersbourg, ça a été un peu une surprise parce que bon, j'étais bien en essai, tout ça, mais moi je sentais que j'allais être bien, mais bon, j'étais toujours plutôt troisième, quatrième et la qualif est arrivée et voilà, un peu comme ça, quoi. C'est arrivé un peu par surprise, j'ai fait la pole, puis après tu te retrouves en tête. J'avais Guerrier derrière qui était dans sa deuxième saison, mais bon, la voiture marchait bien. Je pense que la voiture me correspondait beaucoup au niveau du style de pilotage. C'était encore des voitures vraiment old school. Il y avait la boîte séquentielle à levier. Il fallait lâcher les gaz pour passer les vitesses. Fallait mettre le coup de gaz au rétrogradage pour qu'elle passe bien. Et j'étais bien dans ces voitures. Donc en fait, au début de la saison, j'étais très rapide, mais j'ai quand même fait un peu des erreurs de rookie. Donc j'avais du mal au championnat soit à m'échapper, soit à consolider la tête. Finalement, Guerrieri a repris la tête juste avant la fin de saison parce que c'était un peu brouillon encore. Et en fin de saison, j'ai réussi à tout mettre dans l'axe, à avoir à la fois la vitesse et être constant et pas faire d'erreur. Et puis j'ai réussi à revenir pour le gagner. Donc c'est vrai que c'était top, mais c'était une de ces saisons où j'avais un ingénieur qui était super pour un rookie parce qu'il savait vraiment me cadrer et me forcer à me concentrer que sur le pilotage parce que c'était un team où de toute façon les setups des voitures étaient vraiment, ils les connaissaient et ils avaient les setups. Et donc voilà, c'était assez straightforward, comme ils disent ici, assez simple. Pas de. Ouais. Pas de chichi. Du coup, exactement. Tu reviens un petit peu chez nous, Tristan. Tu fais un petit blanc-pain à Spa, non? Alors, en 2012, je fais mes premiers 24 heures de Spa avec. Ça s'appelait encore Sofrev, je crois, le team, AKS, le team de Jérôme. Sur la Ferrari GT3. Donc, mes premiers 24 heures de Spa, je me rappellerai toujours de mon premier relais où je sors des stands, la piste venait de sécher, donc j'étais en pneu slick sur une piste à moitié mouillée. Puis bon, d'un coup, je me mets à doubler tout le monde, quoi, parce que en plus, il y a les pneus ont des cabanes chauffantes et tout. Et je crois que ça doit être dans mon deuxième tour, pas bien plus que ça. Je me retrouve face à un rideau d'eau. Spa, quoi. Hein. Première expérience en slip. Thermal. 24 heures de Spa, donc là, vraiment le coup de. Donc je rentre au ralenti et je repasse au stand pour mettre les pneus pluie et je me rappelle passer plus d'une heure derrière le safety car tellement qu'il y avait d'eau. On arrivait à peine à suivre le safety car. Il y avait des voitures qui avaient craché sous safety car. Et là, je me rappelle, à la radio, on passe vert à la fin du tour. Et donc c'était Spa, hein, donc j'avais 30 voitures devant moi, 20 derrière, et ça repasse au vert. Et là, je me dis, mais où tu es, quoi? J'avais jamais fait d'endurance, jamais j'avais roulé un peu en GT en 2009. Et je me dis, où tu es? Il faisait nuit, et la nuit était tombée. Et donc, je me fais des aquaplaning, je sors dans les runoffs, mais bon, ça va. Et puis, je dis au team, c'est l'horreur, je peux pas. Et puis, le team me dit, écoute, il y avait Olivier et Panis qui roulaient dans l'autre voiture. Et ils me disent, écoute, t'es aussi vite qu'Olivier, tout va bien, continue comme ça. Alors que j'avais l'impression d'être perdu, mais je savais pas où j'étais. Et donc, mes premiers spas, et je me rappelle même sur ce relais dans la nuit, je suivais une McLaren, et je me disais, il me ralentit, j'en ai marre, j'arrive pas à le doubler. J'étais limite à aller à la radio, aller voir son team. Et là, le pilote, il se fait une erreur, il sort, et je me retrouve en fait tout seul dans le noir, avec aucune voiture à suivre, et je me rends compte, je me dis, mais non, mais il est où? Parce que j'allais moins vite une fois que j'étais tout seul, même s'il me ralentissait. Donc j'ai eu, on dit baptême du feu, non? C'est ça pour mes premières 4 heures de Spa. Mais c'était super, c'était une bonne expérience. C'est bien, je pense, de démarrer l'endurance tôt. Donc, c'était super. En plus, tu finis bien parce que vous finissez cinquième quand même. On finit 5e Pro-Am, 10e général, je crois. Ouais. Non, c'est bien. Hein, et alors, pour ton baptême du feu, tu préférais la nuit ou le jour? Le jour. La nuit, c'est le relais. J'ai dû rester dans la voiture 2h30. Je pense que j'ai eu l'impression de rester dedans pendant 5 heures. Quoi. Et ton premier aiguillon se le mouiller, ça s'est passé comment? Ça allait. C'est le premier sur le sec qui était dur parce qu'en fait, au début, on m'avait pas fait de siège et je nageais dans le siège et mon premier aiguillon
sur le sec, je suis rentré dedans, j'ai pris un coup de survirage, sauf que quand la voiture a raquetté, il y a mon corps qui a raquetté avec au moment où je contre-braquais et tout, donc j'ai rebondi 3 fois dans le siège. J'étais content qu'il y ait de l'asphalte sur la gauche, d'ailleurs, qu'ils vont bientôt enlever, je crois. Et la séance d'après, on m'a fait un insert, mais c'est sur le sec que mon premier raidillon a été un peu chaud. Ouais. Bon, après, tu reviens à tes amours. Hein. On retourne en monoplace, IndyCar, Indy Light, pardon. Tu refais encore. Non, tu t'enchaînes sur une IndyCar, tu fais l'IndyCar. Oui, après 2012, je gagne l'Indy Light, je gagne la bourse. Donc à l'époque, on gagnait $1 million, mais on l'avait seulement si. Ils nous le donnaient seulement si on trouvait un contrat à temps plein. Donc c'était pas évident parce que les teams en dépensent 4 ou 5 pour faire rouler l'auto. Donc c'était dur. Et en fait, ça avançait pas trop. Et finalement, Sam Schmidt me devait des primes de course de l'Indy Lights. Il m'en parlait pas beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai dit, il était à musique à ce moment-là. En parler et du coup quand je voyais qu'on allait nulle part avec le million, je lui ai dit de garder toutes les primes et de me faire un test. Donc et j'ai fait un test à Sebring. Donc il y avait Simon Pagenaud qui roulait la veille. Ils m'ont fait rouler dans sa voiture le lendemain et j'ai fait un super test. J'ai fait le 2e temps, je crois, du test et le meilleur temps Honda. Et du coup, d'un coup, avec mon million, j'étais beaucoup plus intéressant. Donc 2 ou 3 semaines plus tard, Sam m'a signé pour la saison. Voilà. Ouais. Parce que là, l'IndyCar, tu tombais directement dans la catégorie 1, quoi. C'est la F1 américaine. C'était la F1 américaine, c'était pas facile. Je me rappelle mon premier test, j'étais incapable de tourner le volant. Enfin, le premier test, c'était à Sebring, qui n'est pas très physique, mais une fois que le contrat a été signé, on a fait la première journée d'essai à Sonoma et j'étais incapable de tourner le volant. Je pouvais faire 4 ou 5 tours de suite. Donc là, ils sont allés sur Internet, le team, ils m'ont trouvé un volant de rallye, la taille d'un volant de rallye qu'ils ont réussi à faire rentrer dans la coque, parce qu'en fait en IndyCar ils construisent les volants de rien. Et donc j'avais un volant énorme où je touchais presque les poignets sur le truc, mais j'arrivais à tourner le volant, donc j'ai fait toute la saison avec ce volant. Mais c'était un gros step. Ouais. Le plus gros step en fait c'était la longueur des courses et le nombre de choses que tu as à gérer, parce qu'en fait tu dois gérer des pit stops, tu dois apprendre à gérer ta course, à comprendre que en Indy Lights, quelque part, si tu perds la tête au départ ou tu fais pas le dépassement qu'il faut dans les 10 premières minutes, il se passe plus grand chose. Alors qu'en IndyCar, il faut savoir gérer parce que la course dure plus longtemps, il y a la stratégie, il y a les pit stops et il faut te rendre compte qu'il faut pas brûler toutes tes cartes dans les 10 premiers tours. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a joué des tours un peu. Ouais. Et le gap Indy Lights, IndyCar, il est gros? Ouais, il est gros, mais je dirais que ce qui est dur, c'est pas s'adapter à la voiture. La voiture a beaucoup d'appui, elle a de la puissance, elle freine mieux, mais en général, c'est toujours plus facile de faire un step-up qu'un step-down. Quand tu passes d'un proto à une GT ou d'une IndyCar, même à un proto, tu as tendance à surconduire et c'est très dur de réajuster dans ce sens-là. Mais quand il faut attaquer plus, que tu as plus d'aéro, pour moi, ça a toujours été assez facile dans ce sens-là. Donc, s'adapter à la voiture, ça n'a pas été le problème. À mon premier test, j'ai réussi tout de suite à être dans le coup. C'était plutôt, la condition physique, ça allait une fois que la saison a démarré, tout ça. Mais c'était plutôt tout ce que tu as à gérer en plus de devoir faire des temps autour, quoi. Ouais. Et les monoplaces américaines par rapport aux monoplaces européennes que tu as pu connaître, il y a une grosse différence? Non, je dirais que l'IndyCar est l'équivalent d'une Formule 2 maintenant en perfo. Il y a plus de puissance, mais les voitures sont assez lourdes parce que c'est quand même des voitures, il faut se rappeler qu'ils ont des normes de sécurité ovales qui doivent passer de circuit routier à circuit ovale, donc tu as des choses qui sont en commun entre les deux. Elles sont moins optimisées au niveau du poids du châssis, donc c'est plus lourd à l'époque, moi j'avais testé en 2008 les World Series Renault, la 3.5 qui m'avait beaucoup impressionné. Je dirais que l'IndyCar était assez similaire avec peut-être un peu plus de chevaux mais un peu plus de poids dans les virages lents, quoi. Voilà. Mais, ça reste quand même des voitures assez similaires, hein. Elles sont faites par Dallara tout comme les F2. Ouais. Mais du coup, le fait d'avoir une série avec plus de gestion ou une gestion complémentaire par rapport à ce que tu as connu en Europe, est-ce que ça t'a bridé le fait de devoir gérer finalement plus de paramètres parce que les courses sont finalement beaucoup plus, on va dire, fun et rythmées par rapport à ce que nous, on connaît chez nous? Ça m'a pas bridé, mais je dirais qu'il y a eu des moments forcément où c'était peut-être je manquais un peu d'expérience.
parce qu'aussi, il faut se rappeler que j'avais fait qu'un an en Indy Lights avant d'arriver en IndyCar. Donc, je pense qu'il y a pas mal de fois où tu perds un peu ce qu'ils appellent la big picture. C'est-à-dire que tu es trop pris dans le moment plutôt que d'essayer de te rappeler que c'est une course d'1 heure et demie avec 2 ou 3 pit stops. C'est ça qui est plus dur. Des fois, je pense qu'il y a des fois, tu peux être un peu en overload, surchauffe au niveau du nombre de choses que tu as à gérer par rapport à une course d'Indy Lights où, surtout moi, souvent, j'étais dans les 3 premiers, pas mal de fois en tête. Et finalement, tout ce que tu dois gérer, c'est ton gap et tes pneus. Et voilà, tu as ton rythme, quoi. Donc là, tu as beaucoup plus de choses qui se passent. Et il faut à la fois réussir à les gérer et à être top au niveau vitesse. Et donc, ça m'a pas bridé, mais disons qu'il y a des moments, j'ai fait des erreurs à cause de ça. Il y a et je pense que c'est ça qui a fait que il y a eu. Bon, c'est une année où il y a beaucoup de choses qui se sont mal goupillées. On a eu, je crois pas trop en la chance, mais on a quand même eu beaucoup d'adversité, on va dire. Mais oui, il y a des fois où je manquais tout simplement d'expérience, quoi, pour gérer ces situations. En fait, il t'aurait vraiment fallu une année pour apprendre et une année pour, on va dire, vraiment capitaliser, mettre en œuvre. Ouais, je pense que c'est sur ta 2e ou 3e saison que tu arrives vraiment à tout mettre. Quand tu arrives de l'Indy Lights comme ça, tout frais, on voit un Newgarden. Newgarden, il est passé chez Sarah Fisher après l'Indy Lights. Il a eu une première saison où il a montré beaucoup de vitesse, mais pleine de soucis, on va dire. Une 2e saison où il a commencé, je crois, à faire des podiums. Et c'est à la 3e année où il s'est mis à gagner des courses et à être vraiment un contender, comme ils disent. Donc, je pense qu'il faut bien une bonne année en IndyCar. Quand tu arrives de l'Indy Lights sans avoir roulé dans un autre championnat, on va dire, de très haut niveau en Europe, ou voilà, ouais. Et les circuits américains pardon, excuse-moi Tristan, vas-y. Juste pour finir là-dessus, une des grosses différences aussi, c'est que tu passes d'un championnat comme l'Indy Lights où on était 15 voitures au plus, mais où tu dois battre 4 bons pilotes, 4 ou 5. C'est-à-dire que si tu as un mauvais jour, tu es 5e à un championnat, ou si tu as un mauvais jour, tu es 22e. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu as fait vraiment du mauvais boulot. Mais des fois, tu peux te retrouver 17e parce que la voiture est juste pas dans la fenêtre, machin. Mais tout ce que ça prend, c'est juste un petit changement de setup, un petit truc pour te retrouver 10e. Mais c'est très dur, en fait. Je pense que quand tu es jeune, tu peux trop facilement peut-être perdre confiance en disant « Ouh là là, je suis 17e, je suis 20e, ça va pas ». Alors que finalement, ça va pas si mal. C'est juste que les 20 autres pilotes contre qui tu te bats, eux aussi, ils ont gagné l'Indy Lights ou un autre championnat. Donc, donc ça, c'est un des trucs, je pense que c'est bien d'avoir un entourage qui est là pour te le rappeler quand tu arrives, que tu es un jeune pilote dans des championnats comme ça. Ouais, au niveau moral, ça aide, quoi. C'est un peu du psychologique en te disant. De te dire, attends, je suis pas en train de faire du mauvais boulot parce que je suis 15e, c'est juste, il faut faire mieux. Mais faut pas retourner le setup de la caisse ou regarder les datas pendant 1 heure parce que voilà, je pense que ça c'est important. Ouais. Et pour toi, Tristan, quand tu es arrivé aux États-Unis, il y a un circuit qu'on a très peu chez nous en Europe, c'est les ovales. Ouais, alors on démarre en Star Mazda direct sur les ovales. On démarre en Star Mazda sur un ovale qui est à Indianapolis, mais qui n'est pas l'ovale d'Indy parce qu'il serait trop grand pour les Star Mazda, qui est un tout petit ovale. J'avais un peu le tournis le premier coup que j'ai roulé parce que l'ovale était vraiment petit. Au début, j'aimais pas, même pas vraiment. Enfin, non, j'aimais pas. Franchement, je trouvais pas ça fun parce que surtout cet ovale-là, fallait rouler tout le long à l'extérieur contre le mur, donc à 40 cm du mur. Donc, tu as toujours un peu cette sensation, cette peur de cracher, cette sensation de ne pas pouvoir te lâcher, quoi. Donc, au début, j'aimais pas, puis après, tu t'y fais. Dès que je suis passé en Indy Lights, où tu roules sur des ovales un peu plus grands, que tu as une voiture qui est vraiment adaptée à l'ovale et tout, c'est très sympa. Mais c'est sûr que c'est une des choses qui est difficile, surtout quand tu passes de l'Indy Lights à l'IndyCar, parce que la plupart des ovales sont assez faciles à fond en Indy Lights. Donc, en fait, la course, tu gères plutôt les aspirations, le timing de quand tu vas essayer de passer en tête, de quand tu vas... L'IndyCar, c'est beaucoup plus dur. Tu es beaucoup plus déventé quand tu suis les autres voitures, beaucoup plus de turbulences. Le setup de l'auto est beaucoup plus pointu. Donc, une fois de plus, tu as beaucoup plus de choses à gérer. Dans la voiture, il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu peux jouer. Le poids aux roues, la répartition de poids sur les roues avant, entre l'avant gauche et l'avant droite, les barres anti-roulis.
y a beaucoup de trucs que qui te permettent en fait surtout en IndyCar, ça va très vite. Ce que je me rappelle, mes premières 500 miles d'Indy, en fait, c'est partir des stands après mon deuxième arrêt et me dire attends, je crois que t'as encore 4 ou 5 arrêts. C'est-à-dire qu'il te reste encore 5 ou 6 stints à faire et à me dire attends, mais ça va durer combien de temps ce truc? Et c'est ça en fait. Et c'est là qu'en fait, quand tu as de l'expérience, et tu arrives à mieux régler la voiture quand tu roules avec ta répartition de poids, tes barres, tout ça, pour en fait dépenser beaucoup moins d'énergie pour le même résultat, ce qui fait que la course, elle fait la même durée, mais t'es pas cramé au bout de 2 relais parce que tu sais comment t'économiser, tu sais comment économiser la voiture et tu sais comment avoir le même roulé au même niveau en utilisant beaucoup moins d'énergie parce que c'est vrai que les ovales, ça va vite et c'est très drainant. Surtout, il y a une des choses qui est très dure, c'est que la différence de vitesse en fait que tu as entre quand tu fais 30 tours sur l'ovale à la suite et qu'il faut rentrer au stand. En fait, quand tu rentres au stand, déjà la voiture freine pas droit parce qu'elle est réglée pour tourner à gauche. Donc quand tu freines, elle tire à gauche, les freins sont froids et tu roules avec des plaquettes très fines et des disques très fins parce qu'il faut pas qu'il y ait de friction. Donc quand tu freines, la pédale est très longue et il faut un peu pomper même quand tu rentres au stand. Donc en fait, ton cerveau passe tu roules à 360 pendant 25 minutes de suite à rouler à 100 à l'heure et à devoir gérer tes rétrogradages, ta vitesse d'entrée et à devoir arrêter la voiture. En fait, l'adaptation est assez dure entre le pit stop, entre quand tu es sur la piste et pas faire de bêtises au pit stop, mais quand même être bien à la limite. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé dur sur Oval, surtout ma première année, quoi, quand tu as moins d'expérience. Ouais. Et la concentration, Tristan, sur l'ovale, elle est plus conséquente qu'un circuit traditionnel ou on va dire on est un petit peu plus relax? Non, elle est plus non, elle est plus conséquente, elle est plus usante parce qu'en fait, tu passes énormément de temps à haute vitesse et on s'en rend pas compte en fait sur les caméras embarquées, mais la voiture est toujours sur un fil dans les virages. C'est-à-dire qu'en fait, le volant est très lourd, des fois ça va s'ouvrir un peu, mais si elle s'ouvre un peu trop et que tu mets un peu trop de volant, elle part en survirage et t'es tout de suite. Donc en fait, ton niveau de non seulement de concentration, mais je dirais de tension et d'attention alors que peut-être sur un circuit routier, tu as la ligne droite où tu relâches un peu ton intensité, ça remonte pour le virage, tu relâches. Alors que là, sur l'ovale, ça passe dans les lignes droites, et même dans les lignes droites, ça va tellement vite que l'intensité est dure à relâcher, surtout quand tu es rookie et que tu as moins d'expérience par rapport à la manière dont il faut s'économiser. Ouais. Donc tu ne peux pas te reposer en ligne droite, quoi. Du coup, Tristan, en ligne droite, le volant, Tristan, le volant en ligne droite dans l'IndyCar, il est droit ou ou tu l'as finalement toujours au travers et tu l'as presque. Tu as 2 options. Soit le team règle la pince, l'alignement de la voiture pour que ton volant soit comme ça dans la ligne droite et dans les virages, tu le relâches. Soit tu le règles pour qu'il soit droit dans la ligne droite et il faut le tourner plus. Moi, j'aime bien qu'il soit droit dans la ligne droite. Mais en fait, qu'il soit droit ou qu'il soit pas droit dans la ligne droite, la voiture veut tourner à gauche, donc tu as de la résistance dans ta main gauche pour la tenir en ligne droite. C'est pour ça quand on regarde les qualifications sur Oval, souvent au dernier tour, tu vois le pilote qui se rapproche de l'intérieur. Tu dis mais pourquoi il se rapproche de l'intérieur alors qu'il va faire plus de distance? Et en fait, il fait ça parce qu'il relâche un peu la pression du volant et comme la voiture naturellement elle veut aller à gauche, elle accélère un peu mieux. C'est pour ça que des fois tu les vois sortir du virage et ils laissent un peu la voiture filer à gauche pour la laisser. Mais ça, c'est que du feeling. Tu as des pilotes qui la laissent beaucoup filer parce qu'ils sentent que. C'est pour ça que des fois tu peux mettre 2 pilotes dans la même voiture à Indianapolis, c'est à fond tout le tour, mais tu as un pilote qui va être 1 mile à l'heure plus vite sur l'ensemble du tour parce qu'il. Juste la manière dont il relâche la voiture et qu'il tourne le volant. Quoi. Ouais. Moins de tension, quoi. Parce que les voitures, on est d'accord, hein, qu'on explique également aux personnes qui écoutent le live, c'est que les voitures sont vraiment réglées différentes à gauche et à droite. C'est vraiment par exemple, complet. Tu as les 2 roues qui sont. Donc, tu as du carrossage normal, on va dire, à la roue droite et tu as du carrossage inversé à la roue gauche. Pareil à l'arrière. Des fois, ils ont des ressorts différents de côté en côté. Pareil, tu n'as pas de pince en fait, ta pince, elle est comme ça.
Ou alors ils peuvent faire comme ça et ils jouent avec. Mais les ailerons, des fois, il y a des asymétries d'un côté à l'autre. Tu as souvent soit plus de poids sur la roue avant gauche, soit plus de poids sur la roue avant droite pour favoriser le survirage ou le sous-virage par rapport à la balance de la voiture. La hauteur de caisse, des fois, est tiltée vers l'intérieur. Parce que des fois, ça permet que la voiture, en fait, quand elle se comprime, on va dire quand les ressorts se compriment dans le virage, ça permet que la voiture touche le sol à plat. Donc, ça permet de rouler un petit peu plus bas que tu roulerais si la voiture n'avait pas cette compensation, on va dire. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a énormément de préparation. C'est beaucoup plus pointu que ce qu'on croit, même au niveau de l'aérodynamisme. Ils mettent de la cire d'avion sur les carrosseries pour que les voitures glissent mieux dans l'air. Il y a des teams qui peignent les logos de sponsors pour éviter la surépaisseur de l'autocollant qui pourrait faire des turbulences. Donc, au pire, il y en a qui passent juste le vernis par-dessus le... Mais je dirais les teams les moins bons passent le vernis par-dessus le collant pour faciliter le flux d'air. Donc, il y a beaucoup de choses. Ils mettent... il y a des teams qui mettent de... Alors, comment on appelle ça en français? Dry ice. C'est pas de la glace, c'est comme de l'azote un peu, là, L'azote liquide? La glace sèche, je sais pas comment on dit. Enfin, des trucs pour que le moteur soit le plus froid possible quand on part en qualif, parce qu'il marche mieux comme ça. La préparation des boîtes de vitesse, c'est de la folie. La préparation des porte-moyeux. En fait, je me rappelle une année tomber en panne d'essence et avoir le team qui me dit arrête la voiture à l'entrée des pits. De la pit lane, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que les autres teams voient ma voiture rouler de l'entrée à la pit lane jusqu'à la pit box, parce qu'ils ne voulaient pas que les autres teams voient à quel point il était facile pour notre voiture de rouler en roue libre. Parce que normalement, il y a les freins qui... Voilà. La voiture, en fait, sur les ovales, les mécanos, ils la poussent à une main et elle roule. Tellement que tout est réduit à la friction. Et c'est là que tu as des teams qui sont meilleurs que d'autres. Andretti est très fort à Indianapolis et je pense que c'est une de leurs clés, c'est que la préparation de leurs autos est incroyable parce que même sur les circuits routiers, ils ont toujours des très bonnes vitesses de pointe et je pense que leur voiture accélère très bien. La carrosserie aussi, ils jouent sur le fitting entre les capots pour que les jointures soient les plus lisses possibles. Il y a énormément de travail qui se fait. Ouais. Je rebondis, Tristan. Là, on était sur du 2013. C'est là que tu as commencé à jouer avec le proto. Tu as eu une expérience en proto avec le Grand American Rolex. Alors, le 2013, je l'ai fait sur la Mazda 6 GX diesel. Mais je ne l'ai pas fait parce que la caisse est tombée en panne d'une heure ou deux de course. Donc, j'ai fait que quelques tours en essai. Mais c'est début 2014 que j'ai fait ma première course en proto pour Mazda avec le prototype Skyactiv diesel. Pareil, on avait quand même tenu jusqu'au début de la matinée, après de nombreux passages par les stands, mais c'est vrai que c'était une époque où on essayait de faire marcher le moteur diesel dans cette voiture qui était juste pas adaptée, donc il y avait beaucoup de problèmes de fiabilité. La voiture était très très lente en ligne droite, mais c'était en effet, c'était mon deuxième départ des 24 heures de Daytona et mon premier en prototype. Ouais. Et bien sûr, tu es revenu à Spa, toujours à la Sofrev, pour refaire les 24 heures de Spa. Ouais. C'était ton petit ballon d'oxygène de revenir en Europe pour faire Spa? Ouais, c'était super. Et puis cette année-là, j'étais quand même pas très occupé parce que j'avais le volant Mazda, mais j'étais pilote de réserve, hormis sur les courses longues où il y avait besoin de 3 pilotes. Et c'était bien pour moi de rouler un petit peu à côté en Blancpain, à l'époque ça s'appelait, donc c'était super, ça m'a fait une bonne deuxième expérience à Spa. Je roulais encore un peu trop agressif pour les GT, on va dire, à l'époque. J'ai réussi à mieux m'adapter depuis, mais c'était c'était une course top une fois de plus. Ouais. Et à partir de quand tu t'es dit, bon, allez, j'arrête la monoplace, je me mets au GT? Parce qu'après, tu déroules en GT. Bah, tu te le dis pas vraiment, hein. Faut être honnête, hein. Quand tu es en monoplace, tu as envie de rester en monoplace, hein. Quand tu es en IndyCar, que tu conduis une voiture de 600 kg qui roule à 350 en ligne droite avec un appui aéro de fou, t'as pas envie d'aller conduire une voiture qui fait 1300 kg, qui a pas d'appui et qui fait rien de ce que tu as envie qu'elle fasse. mais bon, après, en fait, tu suis ta carrière, tu suis où les opportunités te mènent et après, tu arrives à un stade où, en fait,
tu roules pas vraiment par rapport au… Bien sûr, tu roules par rapport au plaisir de la conduite, mais ce qui compte pour toi, c'est le challenge, c'est les pilotes contre qui tu vas rouler, c'est le niveau du championnat, c'est où ce championnat va me mener pour ma carrière. Donc, donc je reroule en 2015 pour Dale Coyne en IndyCar. En fait, j'ai un coup de chance, je fais les qualifs des 500 miles d'Indy pour remplacer James Davison, qui n'est pas disponible pour le week-end de qualification. Entre-temps, je devais rentrer en Europe, faire une course pour Sofrev en GT. Entre-temps, il y a Sam Schmidt qui me dit que je suis sur la liste pour remplacer Hinchcliffe, qui s'est blessé juste après les qualifs d'Indy et qui ne pourra pas faire la course. Je reste à Indianapolis, je ne prends pas l'avion pour rentrer en Europe. Sam Schmidt me dit « Désolé, finalement, on ne t'a pas pris, on a pris Briscoe. » Et au moment où je sors du motorhome de Sam Schmidt, je tombe sur le directeur de course qui me dit « Mais je croyais que tu étais reparti en Europe, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il y a Dale Coyne qui va avoir besoin d'un autre pilote parce que Davison est là pour la course, mais l'autre pilote, il a un problème d'oreille interne. Là, je me dis, alors que j'étais prêt à repartir à l'aéroport, je me dis, c'est… Et finalement, je fais les 500 miles d'Indy pour Dale Coyne. Il me garde à Détroit parce qu'il a personne entre-temps. Et à Détroit, je fais 4e et il me dit, bon, bah, tu fais la saison, tu as bien roulé. Donc, je fais la saison d'IndyCar et puis à la fin de la saison, bah, Dale, il cherche des pilotes avec du budget parce que c'est un des seuls patrons d'équipe qui finance le truc lui et qui ne peut pas aller, voilà. Et là, oui, bon, bah, là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et finalement, on parle avec Jérôme et on dit, bah, ok, là, c'est le moment de tenter quelque chose en GT. Jérôme venait de passer chez Mercedes et il dit, écoute, si tu fais une belle saison, tu as peut-être une chance d'être pris en pilote usine à la fin d'année. Donc, je me retrouve avec Félix Rosenquist. Donc, c'était un bon boost d'avoir un super équipier comme ça. Et voilà, bah, c'est là qu'on a vraiment fait le switch. Je me suis mis en mode GT complet. Je veux dire, j'étais pas là à voir vraiment ça comme un plan B. Et mon but, c'était de gagner des courses en GT, d'être pris par Mercedes. On a fait une bonne saison en Blancpain Sprint. Bon, on fait 2e à Spa. En fait, en Blancpain Endurance, on fait que le Paul Ricard et Spa, on fait 2e. Donc, c'était top pour moi. Ça m'a mis un bon boost. Et surtout, ce qui fait le gros coup de boost, c'est que au début de l'année, j'avais fait les 24 heures de Daytona sur une Audi avec un gentleman driver qui s'appelle Kenny Aboul. Et en fait, en fin d'année, et le programme était géré par un pilote qui s'appelle Boris Said, un Américain, qui s'occupait des programmes de Kenny. Et en fin d'année, avec Félix, on gagne le Blancpain Sprint à Barcelone, la dernière course de l'année. Et après la course, je dis, bon, allez, faut que je fasse un communiqué de presse, j'ai gagné une course et tout, un peu tenir au courant tout le monde. Puis j'avais hésité, parce que c'est vrai que les communiqués de presse, bon, il n'y a pas tout le monde qui les lit, des fois on se dit… Je fais le communiqué de presse et il y a Boris Said qui me répond, écoute, on fait un team Mercedes avec Kenny l'an prochain, je vais lui demander si on peut t'utiliser à Daytona encore et tout. Donc vraiment, une fois de plus, c'est un peu le coup de… Et je prends tout de suite le téléphone, j'appelle Boris, je lui dis, mais attends, vous faites un team, mais prends-moi pas que pour Daytona, il faut que je trouve un volant à temps plein, je veux rouler en IMSA. Et là, il me dit, ah, attends, ça va être dur, attends, il veut un pilote d'usine Mercedes, bon, t'as bien roulé l'an dernier, mais il y a Thomas Jäger, il y a Tatati. Et puis, le Boris Said, il m'adorait. Et du coup, il dit, bon, attends, je vais faire. Et puis, 15 jours après, le Kenny Aboul, il m'envoie un email avec une offre et tout. Et il me dit, bon, bah, tu vas rouler pour moi. Donc, j'avais mon volant en IMSA Pro avec Kenny Aboul sur Mercedes sans être pilote d'usine. Mais en effet, après, de fil en aiguille, ça a déroulé parce que on a super bien marché avec Kenny. On a fait podium aux 12 heures de Sebring. On a fait un autre podium cette année-là. Et en fin d'année, Mercedes m'a pris comme pilote d'usine pour 2018. Et entre-temps, en 2017, j'avais pu faire une course en IndyCar au Texas pour remplacer Sébastien Bourdet qui était blessé. Et j'avais fait 5e en qualif et mené un bon bout de la course avant d'être pris dans un accrochage. Et en fait, ça m'avait aussi un peu remis sur le devant de la scène pour ça. Et j'ai trouvé un volant en prototype pour l'IMSA. Donc Kenny m'a dit, vas-y, c'est une super opportunité. Et donc, c'est vrai que 2018, ça a été un super programme parce que j'avais à la fois Mercedes et Spirit of Daytona en prototype en IMSA. Ouais. Et 2018, tu gagnes 2018, je gagne l'Intercontinental GT, ouais, avec Mercedes et plusieurs teams différents parce que comme les 4 courses étaient sur 4 continents différents, à chaque fois, c'était avec des équipes différentes, mais c'était super parce que Spa et Laguna Seca, on l'avait fait avec l'équipe, la structure de Jérôme. Suzuka, on l'avait gagné avec Groupe M, qui était une structure qui était basée là-bas en Asie. Et en Australie, bon, tout était sous la bannière en Australie et à Laguna Seca de Kenny Aboul sur Energy 1 Racing. Mais c'était un titre un peu spécial parce qu'en fait, tu gagnes un championnat où à chaque course, tu as eu des coéquipiers différents et une équipe différente. Donc, c'est un peu
Et Mercedes, en fait, nous avait séparés avec Marciello pour la dernière course pour être sûr qu'il y en ait un de nous deux qui gagne. Donc, c'est un titre un peu bizarre parce que c'est ton titre, mais c'est quand même le titre d'autres pilotes aussi qui t'ont. Normalement, quand tu as un titre comme ça, tu es les trois à avoir la coupe. Là, il n'y a que toi. Alors que finalement, j'ai eu, je crois, sur l'année, 8 ou 9 coéquipiers qui m'ont aidé à l'avoir. Donc, c'est un titre un peu particulier, quoi. Ouais. Tiens, Tristan, on a une question de Thomas Mettetal qui nous dit si ton volant n'est pas droit en ligne droite, tu n'as pas tendance à vouloir le remettre droit la première fois quand tu roules sur ovale, par réflexe naturel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier ovale? Non, en fait, tu t'en rends compte dès que tu pars dans les stands, en fait, parce que la voiture veut tourner à gauche, et à ce moment-là, en fait, tu te soucies pas de savoir où est-ce que ton volant est, tu regardes devant toi et tu te dis, il faut que j'aille en ligne droite. Donc, tu penses même pas au fait que le volant est droit ou pas, tu le mets juste là où il faut pour que la voiture, elle aille droit. Ouais. Et Tristan, je crois que tu as la coupe intercontinentale. Tu pourrais nous la montrer? Allez, ouais, je vais la chercher. Ah, elle est sympa quand même. Elle vaut le détour, celle-ci. Alors, j'ai la coupe, puis j'en ai une autre qu'il faut que je vous montre qui est assez sympa. Hop. Donc ça, c'est la coupe intercontinentale. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Donc, elle est vraiment bien parce qu'il y a tous les circuits. Donc là, il y a les 8 heures de Californie, c'était Laguna Seca. C'est en porcelaine, en fait. C'est un globe en porcelaine. Là, il y a Suzuka, l'Australie, les 12 heures de Bathurst et les 24 heures de Spa. Donc, tu as tous les continents et chaque course qui est représentée dessus. Donc, c'est vraiment un beau trophée. Et là, il y a celui qui est génial, qui fait rire tout le monde, c'est le trophée pour les 10 heures de Suzuka. C'est le même chaque année. Donc voilà, il y a la petite clochette, tout. Donc c'est surprenant, mais voilà. Chaque année, c'est le même. L'année suivante, j'étais pas sur le podium, mais j'ai vu que c'était les mêmes. Donc voilà. Ouais. Et de tous tes trophées que tu as, c'est lequel qui te tient le plus à cœur? Je pense que c'est celui de. D'ailleurs, je ne l'ai pas là parce qu'il est en France. C'est celui du titre Star Mazda parce que c'est celui qui a. On dit breakthrough en américain. C'est celui qui m'a, entre guillemets, mis sur les rails pour avoir une carrière. Ouais, ça a été vraiment le point déclenchant. Disons que c'était l'année où voilà, si on savait vraiment que si je gagnais pas ce championnat, je rentrais en France. Et j'aurais peut-être fait de la Carrera Cup, on ne sait jamais à quoi ça aurait pu mener, mais les chances de carrière professionnelle étaient vraiment plus ou moins finies. C'est l'année où on a vraiment tout mis sur la table, même mon père, à la fin de l'année, quand il fallait qu'on trouve 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là pour acheter des pneus neufs, tout ça. Donc je dirais que c'est celui où, quand j'ai passé la ligne et que je savais que c'était bon, j'ai eu le plus de à la fois de joie et de soulagement parce que c'était vraiment une année où à chaque fois que je montais dans la voiture, je savais qu'il n'y avait pas de deuxième chance, quoi. Je savais que c'était. Ouais. Et du coup, Tristan, parce que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, tu naviguais pas mal entre le Blancpain et l'IMSA. Comment tu arrives à emboîter le pas sur les deux? Ça veut dire que tu changes à chaque fois de voiture, tu arrives des États-Unis, tu arrives en Europe, tu as le décalage horaire, tu remontes dans une Mercedes, après tu repars sur une autre Mercedes. La Mercedes, je dirais que ce qui était dur, bon là cette année j'ai pas roulé avec Mercedes, les programmes GT ont été un peu difficiles avec le Covid et puis pas mal de teams qui sont sortis, mais ce qui était dur je dirais c'était de passer du proto à la Mercedes parce que tu fais un step down et c'est plus dur que l'inverse, passer de la Mercedes au proto c'est très facile, mais passer d'une caisse avec beaucoup d'appui qui a un feeling très direct, beaucoup de puissance à la Mercedes qui est... Alors déjà, les pneus Pirelli sont des pneus qui donnent un feeling assez vague. Et puis passer d'une GT où bon, tu roules avec un ABS, avec une direction assistée qui est très légère, tout ça, c'était dur. Mais je dirais qu'à la limite, le gros challenge était en 2018 et en 2019, j'ai appris à mieux le faire, à mieux le gérer. Même si en 2018 j'ai quand même eu une bonne saison parce que j'ai gagné l'Intercontinental, mais je me sentais plus à l'aise avec ça en 2019 parce que je commençais vraiment à m'y habituer. Après, oui, le décalage horaire, c'est dur quand tu rentres en Europe parce que tu n'arrives pas à t'endormir le soir. Donc, en plus, si tu es sur une piste de course, tu t'énerves encore un peu plus dans le lit quand tu vois l'horloge défiler parce que tu sais que le lendemain, tu dois rouler. Donc, c'est un bon exercice mental. Mais non, ça va. Finalement, c'est quand même pas très dur. Enfin, c'est pas très dur. Je veux dire,
as des contrats, tu as des salaires, tu es payé pour conduire des voitures et bon, bah, tu prends l'avion, tu rentres, tu fais tes sacs, tu reprends l'avion, tu rentres, tu refais tes sacs. Enfin, c'est pas des gros problèmes à avoir, quoi. C'est quand même donc physiquement c'est très fatigant. En 2019, j'ai eu en juillet, j'ai eu un peu une sorte de burn-out. En fait, tu fais tellement de décalage horaire de semaine à la suite que au bout d'un moment, ton corps il dit non. Enfin, tu sais, ouais, je pense que ça dérègle tellement ton horloge que tu n'as plus trop d'horaire, t'as plus trop de. Et à un moment, j'étais un peu un zombie, mais après, au niveau de la vie, c'est le plus facile à gérer parce que bah, ton seul problème, c'est de savoir ce que tu vas mettre dans ton sac et de regarder les vidéos et les datas pour préparer ta prochaine course. C'est quand même bien, quoi. Et la vie de famille doit être dure aussi. La vie de famille est dure. Là, j'ai ma petite amie Erika et sa fille qui viennent de me rejoindre aux États-Unis. Voilà, on était pendant le Covid, j'ai pas trop pu rentrer. Voilà, donc c'est vrai que c'est dur parce que bah, pendant la saison, t'es quand même assez stressé. Enfin, disons qu'en fait, t'es stressé. C'est pas tellement ça, c'est que même quand t'es pas à la piste, t'es un peu à la piste parce que tu penses toujours à ta prochaine course. Donc c'est vrai que déjà t'es pas souvent là et quand t'es là, bah des fois t'es pas là parce que tu penses déjà à ta course suivante. Mais ça, je pense que ça se passe avec tous les gens qui sont passionnés, que ce soit par le sport auto, d'autres sports ou d'autres carrières. Ben, quand tu es passionné par quelque chose, c'est tout le temps dans ton esprit. Donc, je dirais que oui, au niveau de la vie personnelle, ce qui peut être dur des fois, c'est qu'il faut vraiment essayer de savoir déconnecter pour être présent avec les gens autour de toi, pas être tout le temps dans ton monde parallèle de sous-virage et de setup et de voilà quoi. Donc, mais à côté de ça, bon. Quand tu as une vraie carrière où tu as des vrais contrats et que tu es payé, quand tu es à la maison, tu es à la maison quand même. Quoi. Par exemple, je vois, il y a des gentleman drivers bah, qui gèrent leur société toute la semaine, qui partent sur les circuits de course et qui reviennent le dimanche soir et qui sont au bureau le lendemain matin à 9h. Quoi. Donc, c'est là, quand tu as du temps off quand même, tu es chez toi. Donc, c'est déjà... ouais, ouais. On a une question d'Alexandre Chassa. Est-ce que Ouais. tu es plus circuit européen ou circuit américain? Américain à fond parce que je trouve que chaque circuit est vraiment unique. Ils ont tous un caractère spécial. T'as pas deux virages qui sont pareils. Tu peux vraiment pas comparer deux virages. Je pense que ça. Alors il y en a qui disent ouais, les circuits américains permettent de faire la différence à leur manière. Les circuits européens aussi peuvent permettre de faire la différence d'une autre manière. Je pense que en Europe c'est plus basé sur l'exécution, la précision. Voilà, les circuits sont comme des billards, donc peut-être que tout est plus parfait dans le pilotage, dans les setups des voitures, dans l'exécution. Aux États-Unis, je dirais que c'est des pistes qui sont un peu plus au feeling. Je pense que en Europe, peut-être ta capacité d'exécution va être ce qui va faire vraiment, qui peut faire la petite différence en plus. Aux États-Unis, c'est peut-être ton instinct, un peu ton courage, parce que tu as beaucoup de virages où tu n'as pas de run-off quand tu te loupes. Donc, moi, je dirais que j'aime bien ça. J'aime bien le fait que les pistes soient bosselées, il y a des vibreurs, il y a beaucoup de fight, comme on dit, quoi. C'est toujours la bagarre derrière le volant. Et ça donne un pilotage, je trouve, qui est un peu plus, ouais, un peu plus instinctif. Ouais. Donc, et j'aime ça. À côté de ça, ça rend aussi les bagarres en trafic beaucoup plus difficiles parce que les pistes sont plus étroites. C'est plus dur d'avoir deux trajectoires pour les GT. C'est plus dur aussi d'aller dans un run-off si tu t'es engagé puis qu'il fallait pas t'engager. Donc, je trouve que ça a créé vraiment un bon show. Et moi, à piloter, ben, j'ai énormément de plaisir à piloter sur des pistes où tu as des virages en aveugle, des compressions, des décompressions, des bosses, des vibreurs qu'il faut prendre, d'autres qu'il faut pas prendre. Je trouve que c'est super intéressant. Je pense que de ce côté-là, pour être honnête, j'ai l'impression qu'il y a entre 80 et 90% des pilotes qui sont de mon côté. Beaucoup de pilotes européens disent qu'ils adorent venir aux États-Unis par rapport à ça, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ton circuit préféré aux États-Unis, c'est lequel? J'adorais Barber quand on roulait en IndyCar sur la piste de Barber parce qu'elle est très vallonnée, beaucoup de virages en aveugle, beaucoup de compression, puis j'étais toujours très à l'aise sur cette piste, donc forcément quand tu es bon sur une piste, tu t'attends ça à l'adorer. J'adore Watkins Glen. Pareil, montée, descente, virage en aveugle, beaucoup de virages rapides. Je trouve que dans un proto, c'est vraiment une piste où tu peux
utiliser le potentiel de voitures comme ça et où chaque tour, tu dis, bon, je peux en rajouter un peu, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, je peux en rajouter un peu. Et tu sais pas vraiment jusqu'à où tu peux aller. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Et j'adore, alors c'est au Canada, mais j'adore la piste de Mosport, qui est très rapide et très. C'est un gros, gros challenge parce que faut pas se louper, quoi. Donc c'est une super piste. Ouais. Et le terrain de motocross de Sebring, non? Non, j'adore Sebring aussi, c'est une de mes pistes préférées. J'ai fait la pole en GT en 2017 et en proto en 2018, donc je suis à l'aise, j'aime bien cette piste. Et pareil, c'est une de mes préférées parce que tu n'as pas deux virages qui se ressemblent. Tu as à la fois des virages qui sont pas trop bosselés, des virages qui sont très bosselés, du rapide, du lent, tu as toutes sortes de virages. C'est une piste sur laquelle je trouve que le trafic pendant les courses fonctionne assez bien, c'est-à-dire que les endroits où tu peux doubler, tout ça, ça a tendance à se goupiller assez bien. Donc j'aime bien cette piste et c'est toujours une. Tu as aussi l'événement qui va avec et les 12 heures de Sebring, c'est vrai que c'est toujours un événement qui est top. Ouais. Donc ça c'est bien. Ouais. On a oublié de parler de quelque chose, Tristan, parce que tu nous as parlé de Spa. On parle des circuits américains. Mais Ouais. tu t'es fait quand même la Nordschleife. Ouais, j'ai fait la Nordschleife que j'ai. Donc je l'ai faite en 2018-2019. C'est très sympa. C'est alors le mieux que j'ai fait, je crois, c'est j'avais fait une journée d'essai où il y avait presque personne sur la piste. Alors là, c'est l'éclate là, parce que là, tu roules sur le circuit comme à la PlayStation avec personne, tout. C'était vraiment top. C'est super. C'est une piste. Par contre, je trouve où il faut beaucoup d'expérience, mais je trouve presque, même quand je vois chaque année la manière dont la course se joue, je trouve presque que le facteur chance, alors il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a un facteur un peu loterie qui est presque un peu trop important dans le résultat de la course. Parce que finalement, ben, tu vois que chaque constructeur aligne 4 ou 5 voitures officielles. Sur les 4 ou 5, finalement, tout le monde prend des risques en sachant qu'il y a très peu de chances que ça aille au bout. Mais pour la voiture qui va réussir à passer, ça va gagner la course. Donc je trouve que c'est un côté très cool. Mais je trouve que des fois, bah, tu vas te sentir un peu mal parce qu'il y a une voiture qui aurait dû gagner et finalement, par rapport à celui qui a gagné, il a pris plus ou moins les mêmes risques et ça a été un peu une question quand même de timing et de chance par rapport au fait que ben, il y en a un, la petite Volkswagen Polo montée, truc, elle a décidé de prendre le point de corde et l'autre elle a décidé de pas le prendre quoi. Ou l'autre il a décidé de rester à fond dans tel virage et il s'est trouvé qu'il avait plu entre temps et finalement celui d'après il n'y avait pas plu mais il le savait pas vraiment non plus quoi. Donc je trouve qu'il y a un peu de ça qui fait que des fois c'est un peu ça peut voilà, des fois je trouve qu'il y en a on dit bon ils ont vraiment pas eu de chance par rapport à celui qui a gagné. Après je pense que pour un pilote les pilotes qui arrivent à se démarquer sur cette piste, c'est vraiment un test de comment dire un test pour voir si tu es le package complet quoi. Si tu arrives à te démarquer sur cette piste, je pense que tu as plus ou moins toutes les qualités qu'il faut pour être un pilote d'endurance top. Avéré. Tiens, on a une question de Arnaud Roth. On fait toujours le comparatif US-Europe. Pour toi, quelle est l'ambiance, la différence d'ambiance entre les US et l'Europe sur les courses? Oh, bah, sur les courses, c'est simple, hein, les US sont beaucoup plus ouverts aux fans. Voilà, euh, même les teams je pense que les teams. Alors, ça vient peut-être aussi qu'aux USA, les teams sont quand même encore un peu plus financés par des vrais sponsors que, on va dire, entre guillemets, des money guys, c'est-à-dire des gens qui font ça parce qu'ils aiment la course, mais qui n'ont pas d'intérêt au niveau du business, à part le fait qu'ils aiment la course. Donc, je pense qu'aux États-Unis, il y a encore une vraie conscience de ça. Et donc, les teams ont plus de respect par rapport au fait que ben, sans les fans, il n'y a pas de course. Je trouve qu'il y a, par exemple, un fan qui va poser une question à un mécanicien sous une tente aux États-Unis, ça va toujours très bien se passer. Alors qu'en Europe, on va peut-être, pas tout le monde, hein, pas tous les teams, je parle d'une généralité. Hein, on va peut-être avoir plus tendance à lui dire qu'est-ce que tu fais là, quoi. Donc, je pense que les États-Unis sont meilleurs par rapport pour rendre les courses accessibles aux fans. Les fans ont accès à tout. Et les fans sont surtout plus mis en valeur et plus reconnus. Pas que par les championnats eux-mêmes, mais par les teams, les sponsors, les pilotes. Les fans sont plus acceptés, je dirais. Ouais. D'accord. Alors, Tristan, on a beaucoup de curieux hein, qui regardent le chat. Est-ce que tu peux nous montrer un de tes casques?
et dire tiens, celui-là, c'est mon préféré parce qu'il y a telle histoire. Il nous demande tes casques. J'en ai 2 ici, en fait. Les autres, ils sont avec le team. Parce que j'ai pas tant de casques que ça. Il m'en reste pas tant que ça. Donc celui-là, c'est mon casque de 2011 du titre Star Mazda, que j'avais depuis 2008 d'ailleurs, parce que bon, je préférais m'acheter des pneus neufs qu'un nouveau casque. Donc il y a encore les sponsors voilà, de l'époque. Moulin TP, c'est l'entreprise de terrassement qui a fait la piste, le circuit du Laquais. C'est si bon, c'est un ami qui avait une marque de bonbons qui faisait un peu de course comme ça. Et voilà, ça c'était le groupe qui m'aidait un peu par le biais de Jérôme, Balthazar Écoute, Gabriel Balthazar, Global Jet, c'était un ami qui s'appelle Mike Parisi qui roulait pour Jérôme, et AK Technologies qui est toujours avec Jérôme. Donc voilà mon casque de la Star Mazda. Et derrière, j'ai celui de l'Indy Lights. Alors, j'avais donné la visière, donc il a une visière que j'avais en IndyCar avec les logos Honda, mais celui de l'Indy Lights avec les logos de Mazda Road to Indy qui me donnaient les scholarships, comme on disait, Mazda Speed, pour passer en IndyCar, pour passer de la Star Mazda à l'Indy Lights avec Sam Schmidt Motorsport. Donc, c'est les sur mes étagères. Ouais. Et alors, quel design tu as fait dessus? Est-ce que ton design a une signification? Après, en fait, c'était je vais être honnête, hein, je n'ai jamais payé des redevances, hein, mais il y avait un article sur Auto Hebdo, ça devait être 2002-2003, sur les casques des pilotes de F1. Et il y avait le casque de Mika Salo, et c'était le même bleu que j'avais sur mon premier casque de karting. Et j'ai dit, putain, il a le même bleu que moi, par contre, son design, il est vachement mieux. Donc, je vais vous montrer, je vais prendre le design de Mika Salo, mais je vais rajouter 2-3 trucs, comme ça, ce sera le mien. Donc, en fait, tout le bleu ciel, là, ouais. c'est le design de Salo, en fait. Et ça, le rouge et le bleu marine, c'est ce que j'ai rajouté par-dessus pour me l'approprier. Parce que mon premier casque, en fait, était bleu ciel, rouge, avec les lignes bleu marine. Donc, je voulais garder du rouge et du bleu marine. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu connais Arnaud Roth, Tristan. Il nous a dit qu'il va faire le même casque que toi. Alors, peut-être que c'est il est en train de faire peindre une réplique. Et j'aimerais bien en donner un, mais j'ai plus que ces deux-là. Et les casques d'IndyCar, ils ont été donnés pour des comment on dit, des associations caritatives. Et je garde ces deux-là précieusement. Voilà. Ouais. Ouais. On va pas tarder à te laisser aussi, Tristan. On va faire un petit débrief sur ta saison 2020 en IMSA. Hormis la course de Sebring, on a vu, là, c'était la gagne potentielle. Comment tu analyses ta saison? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta saison? Déjà, pour moi, ça a été une super saison, on va dire, humainement et mentalement, parce que ça a été un gros challenge qui m'a... de toute façon, les challenges, ça rend toujours plus fort, qui m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, à la fin de la saison dernière, je venais de finir ma première saison en DPI chez JDC, où j'étais avec Misha Goldberg, et le team m'a appelé en m'expliquant qu'ils allaient recevoir un partenariat de Mustang Sampling, avec une vraie voiture soutenue aussi par Cadillac, tout ça. Et on pensait que j'allais rouler avec Joao Barbosa et Sébastien pour les courses longues. Et en fait, quand on était sur le point de signer, j'ai reçu un appel, j'étais à Kyalami pour ma course avec Mercedes, où le team m'a dit, écoute, Sébastien, on lui a fait un sale coup en IndyCar, il a perdu son volant, donc on l'a pris. Et je leur ai dit, ah bon, ok, vous me mettez vraiment mal, mais est-ce que vous me prenez quand même pour les courses longues? Et puis, ils m'ont dit, ah non, mais en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où j'allais peut-être partir en GT, parce que j'avais une opportunité de partir en GT. Ils me disaient, mais on croyait que tu partais en GT si tu roulais pas avec nous. Et entre-temps, ils avaient pris Loïc. Donc, ils me disent, on n'a rien pour toi. Donc, en fait, à la fin novembre, j'avais vraiment rien, quoi. Ils m'ont dit, on a la deuxième voiture, mais on a besoin d'argent. On
peut peut-être te faire. Enfin non, ils m'ont même dit à Daytona, on a déjà des pilotes payants, tout ça, et donc j'étais vraiment. Je me disais bon bah tu vas réussir à faire quelques courses avec Mercedes, tout ça, mais ça va être voilà, tout s'est un peu écroulé parce que je comptais vraiment là-dessus. Et en fait, entre-temps, j'avais plus d'opportunités en GT en IMSA quoi. Je parle de l'IMSA bien sûr, pas de. Et il s'est trouvé qu'en fait, ils m'ont dit bon écoute pour Daytona, finalement, on a besoin de toi. Donc je suis allé à Daytona, j'ai fait un bon Daytona. Et puis petit à petit, ils m'ont dit bon, bah, on a besoin de toi la prochaine pour la 85, donc sur la deuxième voiture. Donc ils m'ont pris. Je me suis retrouvé à pas manquer une seule course jusqu'à août. Et puis ils m'ont dit en septembre, Loïc, il peut pas venir, il a le DTM, il faut que tu roules sur la 5. Donc je roule en septembre sur la 5, ça se passe bien. On finit quatrième, on a eu un peu un problème à la fin de course, mais ça se passe bien. Et là, je commence à comprendre en parlant un peu avec Seb, tout ça, qui va repartir en IndyCar l'année suivante et tout. Puis il faut vraiment que je roule bien et tout. Et puis en fait, de fil en aiguille, il s'est passé plusieurs choses ils ont terminé leur relation avec Joao Barbosa. Et ils m'ont dit, écoute, bah, finalement, tu vas faire toute la saison parce qu'on va te mettre dans la 5 jusqu'à la fin d'année. Et donc, j'ai pu faire toute la saison. Et c'est vrai que c'était un bon challenge, en fait, parce que chaque week-end, je savais pas trop ce qu'il allait se passer après. Donc, tu sais qu'il faut que tu performes, mais tu peux vraiment pas faire de conneries, tout ça. Et donc, c'était une bonne expérience. Et puis, finalement, j'ai fait toute la saison et on a failli gagner Sebring. Donc, voilà. En performance, je dirais ça a été dur. Il nous en a manqué, mais on a mis le doigt sur 2-3 trucs sur les 2-3 dernières courses. On a fait quatrième en qualif à Laguna Seca et à Sebring, on était en lice pour gagner. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai remarqué sur ta saison, Road Atlanta, il te réussit bien aussi. Hein. Tu fais 2x4 à Road Atlanta. Ouais, on fait 2x4. Le deuxième coup avec beaucoup de réussite parce qu'il nous manquait vraiment de la performance. Mais ouais, c'est une piste que j'aime bien. Et la première, on était troisième jusqu'à 10 minutes de la fin, jusqu'à ce que j'ai un petit accro avec Montoya. Mais ouais, c'est une piste que j'ai toujours beaucoup aimée. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, alors cette année, tu as fait le Joker intérimaire de luxe au final, si tu nous à t'entendre. Oui, bah ouais, mais à chaque fois c'était une bonne surprise parce que bon, tu te dis oh, ok, et puis surtout il y a quand même eu 3 mois de Covid où tu te dis bon, bah, quand ça reprend, je sais pas trop ce qui va se passer, donc tu te poses quand même un peu des questions et puis finalement, voilà. Bon, allez, Tristan, tu préfères la jaune ou la noire? Ouais, la jaune me manquait un peu au début quand même, j'aime bien les deux, mais bah, la noire quand même, la noire parce qu'on a failli gagner des courses. Ouais. Tout à fait. Et comment ça s'est passé l'entente avec les Frenchies? Parce que tu as partagé ton volant aussi avec Gabriel Aubry. Gabriel Aubry, ouais, à Mid-Ohio, c'était super, on s'entendait. Bah, j'ai de la chance. Bah, d'ailleurs, ils disent tous, tant que vous n'êtes pas des Français normaux, on s'entend bien avec vous, les gars du team. Mais non, Gabriel est adorable et surtout, il a vraiment très bien roulé. Donc, on s'est super bien entendu. Et puis après, bon, Seb, on se connaît depuis très longtemps. Puis, pareil, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et Loïc, c'est dur de faire plus facile comme personne avec qui s'entendre. Donc ça a été assez facile. Si le team entend beaucoup de français, ils savent que la voiture est pas bien. S'ils nous entendent parler anglais, ils savent qu'on est à peu près content. Donc voilà, c'est assez facile à. Et vous les avez pas convertis au français quand même? Non, non. Les Non. seuls trucs qu'ils ont appris, d'ailleurs d'eux-mêmes, avant même qu'on leur en parle, je préfère pas vous les dire. Donc Ouais, c'est le plaisir des langues étrangères. Les premiers mots que tu apprends, ils sont pas très beaux, quoi. voilà, exactement, exactement. Donc, Ouais, parce que vous êtes une bonne petite bande de Frenchies, comme on vous appelle sur le groupe. Il y a toi, il y a Simon Pagenaud, il y a Olivier Plat, Sébastien Bourdet. Il y a les intérims de luxe comme Gabriel Aubry et Loïc Duval. Si ouais. on va en GTD, on a Fred Makowiecki. Ouais, j'étais allé, ouais. Ouais, bah ouais, ils me disent des fois comment vous sortez aussi autant de bons pilotes en France, tout ça. Je dis bon bah je sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, voilà, mais non, c'est super et puis c'est vrai que c'est sympa de faire de l'endurance avec deux autres Français quand tu t'entends bien tout. On était un bon groupe là ces dernières courses. Ouais. Et qu'est-ce Donc, que tu en as pensé de la petite bataille interne entre Acura et Mazda? Un certain Pipo Dirani et Jordan Taylor. Ouais, je, je sais pas Ils aiment trop. bien se frictionner en course, les deux, là.
Ouais, je sais pas trop quoi en dire. Je trouve que bon, à ce niveau-là, c'est pas. Enfin, c'est je sais, je trouve que c'est dommage que la saison se termine comme ça sur un peu des accrochages comme ça. Voilà, après tout le monde a son opinion sur qui aurait dû tourner, pas tourner, plonger, pas plonger. Je trouve juste que c'est dommage parce que c'est dommage que bah, tes deux pilotes de très haut niveau, très respectés comme ça, qui finissent entre guillemets en polémique l'un contre l'autre, quoi. Voilà. Après, c'est dans des championnats qui sont aussi compétitifs, aussi serrés, ça va toujours arriver, quoi. Ça va toujours se passer parce que les courses sont tellement intenses, il faut prendre tellement de risques pour, pour make it happen, comme on dit, pour vraiment réussir à avoir des résultats et à aller chercher le championnat. C'est normal que les pilotes prennent des chances et puis que voilà. Mais après, c'est la course, hein, ce sera plus vite oublié qu'on ne le croit. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a des accros comme ça, c'est pas la dernière fois. Et voilà, finalement, c'est quelque part, ça met un peu d'action, puis ça fait lire des articles sur Internet. Donc, voilà. Exactement, ça fait parler les journalistes. Exactement. Et Tristan, j'ai une question. 24 heures de Spa, la Nordschleife, donc les 24 heures du Nürburgring, tu as fait Bathurst. Et la nôtre, tu l'as fait quand, la nôtre? J'étais proche. En 2018, j'ai fait pilote de réserve pour Olivier Panis et Simon chez Panis Barthez. J'ai fait la journée test, mais pas la course. Et là, cette année, c'était très proche encore avec la même équipe. Ça s'est pas fait, mais j'essaye vraiment dur d'être au Mans, de faire mon début au Mans. Donc, on verra. Mais pour le moment, j'y suis pas. Mais c'est un de mes objectifs premiers pour cette saison à venir. Alors, moi, j'ai une question bête et idiote, tu vas me dire. On le sait que la LMDH va arriver dans 2 ans chez vous. Est-ce que, qu'on souhaite que tu sois en LMDH dans 2 ans, est-ce que ça, c'est pas une bonne occasion pour revenir faire les 24 heures chez nous? Ah, si, ça l'est. Hein. Le championnat a l'air d'avoir beaucoup d'engouement et il y a beaucoup d'intérêt. Je pense que ça va mettre un bon coup de boost à l'endurance. Donc, ce sera l'occasion. Mais en attendant, il faut survivre jusqu'à là. Ouais. Et il faut rester en prototype jusqu'à là pour être sur les listes et espérer être pris dans un programme officiel quand ça se fait. Ouais. Allez, on a un petit jeu de questions-réponses avec Fabrice. Et ben Fabrice, je te laisse l'honneur de poser la première question à Tristan. Ah ben moi déjà, est-ce que tu es plus proto, plus GT? Parce que tu as gagné dans les deux, tu as gagné des belles timbales. Je suis plus proto, c'est une voiture plus pure à conduire. Donc je suis plus proto. et entre le proto et la monoplace, ton cœur balance pour lequel? Monoplace, plus la voiture est légère, plus elle a d'appui aéro, mieux c'est à conduire. Mais une fois qu'on fait que du proto, bah, c'est ce qu'on connaît de mieux et on adore le proto. Une fois qu'on fait plus que du GT, c'est ce qu'on connaît de mieux et on adore le GT. Donc à l'heure actuelle, je suis vraiment bien dans les protos. Alors moi, je vais pas te poser une question piège. Tu pars pour les 24 heures, Tristan, c'est toi le capitaine, tu choisis 2 autres pilotes pour faire ton line-up pour faire une course de 24 heures. Tu choisis qui? Ah bah à l'heure actuelle, je vais dire les derniers coéquipiers avec qui j'ai roulé, Sébastien et Loïc, puisque ça s'est très bien passé. Ils sont fiables, rapides et on s'entend super bien. Donc pour le moment, je garde cette stabilité. Il parle français. Il parle français. Ouais. En même temps, ce serait tout aussi facile de reprendre ce même équipage avec une marque au Lyon, hein, parce que. Ah, ce serait bien, ouais, ce serait bien. Ouais. Ce serait top. Eh ben tiens, tant qu'on y est, Tristan, un retour en Europe, ce sera envisageable pour toi sur les prochaines saisons? Ouais, j'adorerais avoir un programme double. Après, là, il faut être clair sur la situation. Il y a plus de pilotes disponibles qu'il y a de programmes à l'heure actuelle dans le sport auto. Donc, chaque contrat qu'on réussit à avoir, on est content. Déjà, avoir un programme simple, c'est très bien. Mais si j'arrive à faire les deux, ce serait top. Déjà, à continuer à avoir un programme, mais faire les deux, ce serait génial. Mais pour le moment, il n'y a rien de fait, d'officiel ou de concret pour un retour en Europe. Ouais. Alors, vu que tu es dans l'endurance, Tristan, tu es plus conduite de jour ou conduite de nuit? Non, j'aime bien la nuit. Je pense que la nuit,
Quand tu sors de la caisse après un super double relais de nuit, c'est une sensation qui est encore meilleure que quand tu le fais de jour, quoi. Ouais. D'accord. Question bateau, sec ou mouillé? Mouillé, j'aime bien. Peut faire la différence. C'est dur, non, j'aime bien le mouillé. Ouais. Ouais. On n'en a pas eu beaucoup dernièrement aux États-Unis, donc peut-être que je vais me faire venir en disant ça, mais ouais. Ça pleut pas beaucoup chez vous, hein? Bah, par contre, quand ça pleut, ça pleut. Mais ouais, ça pleut moins. Ouais. Ouais. Bon, bah, on a pas mal avancé, on a fait presque Ouais. le tour. C'est sympa, ouais. Ouais. Et Tristan, j'ai vu que tu faisais aussi de l'e-sport. Ça te plaît, ça? J'en ai fait pas mal pendant le confinement, j'en ai fait beaucoup moins là dernièrement. Non, ça me plaît quand même moins que la vraie course, hein, mais ouais, c'est quand même pas mal. Ça faisait un challenge sympa pendant le confinement. J'ai mon simulateur là, juste derrière, voilà, dont je me suis pas énormément servi dernièrement, mais oui, j'en ai fait un peu, c'est bien. Ouais, Ouais, tout à fait. Et pour conclure, on va pas t'embêter. Pour toi, quelle est la plus belle course que tu aies fait? Euh, Allez, tu peux en dire, si tu en as deux, tu peux nous les dire, même trois. Tu dis, allez, celle-là. Non, j'ai un gros souvenir de Bathurst juste parce que la piste est tellement exceptionnelle. Il faut prendre tellement de risques dans le trafic et pas que dans le trafic d'ailleurs, même quand tu es tout seul. Il fait chaud, tu respires beaucoup de gaz parce que la piste évacue mal les gaz d'échappement. C'était une course ouais, vraiment exceptionnelle et Sebring aussi une des plus belles courses avec le finish de nuit. Comme ça, l'événement est vraiment génial. Euh, Après, j'espère que je pourrai dire la même chose du Mans bientôt. Ben, on Ouais. te le souhaite, hein. Merci. Ouais. Tiens, on a une question de TVR Rebellion eSport. Quel est le circuit où tu te sens le moins à l'aise? Ah, c'est vache comme question quand même. Où tu te dis celui-là, je l'aime bien, mais bon, c'est pas, je le fais parce que c'est mon job, quoi. Non, alors je dirais pas celui où je me sens le moins à l'aise, mais celui où j'ai le moins d'expérience, entre guillemets, parce que tu fais pas beaucoup de tours, c'est le Nordschleife, puisque j'ai fait que 2 fois les 24 heures à l'heure actuelle. Donc s'il y a une piste, je dirais, où j'ai encore à continuer à apprendre, c'est le Nordschleife. D'accord. Ok. Bah, nous, on a la tradition, Tristan, pour clore l'émission. C'est toi qui vas vous faire le mot de la fin. Et puis, bah, moi, je clôturerai. Et après, on te garde 30 secondes hors antenne. Et après, on te libère. Donc, Tristan, bah, on te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci de m'avoir accueilli. Voilà, c'était sympa. C'est vrai qu'on fait peu d'interviews où on revient sur le passé et la carrière, donc c'est toujours cool. Et merci à tous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis, d'avoir suivi le show. Et j'espère que je vous donnerai des bonnes choses à regarder en 2021. Ah, Ah. il y a un programme. Sans nous dévoiler tout, tu es sur un programme. J'espère avoir de très bonnes nouvelles à vous annoncer bientôt. Ah, bah, écoute, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, on a dit, tous les pilotes que reçoit en live, on les suit sur toute la saison. Donc, on fera des focus sur tes courses IMSA. Peut-être que tu auras un programme GT. On suivra sur ton actualité. Voilà. Super. Bon, Voilà. bah, Alors, moi, je vais conclure et après, on te libère, Tristan. Tristan. c'est pas grave. Alors, moi, je voudrais remercier tout le monde d'être venu sur le chat. On a un groupe F1, c'est Willy qui le gère. On a un groupe karting, c'est Virginie. Donc, tu vois, on est représentatif sur le sport mécanique. Donc, F1 Racing Live et Max Karting Live, pardon. Voilà. Et on a un petit championnat e-sport aussi où demain, on fait la Nordschleife. Donc, on pensera bien à toi. Ouais. Donc, c'était combien ton tour, Tristan? Tu te rappelles? J'ai fait un tour en Super Pole avec la Mercedes en 2018. Je sais pas si c'était pas un 8-14, 8-13. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça cause déjà. Ça cause. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. On remercie Tristan pour sa disponibilité, sa gentillesse. Et on a écouté, on a bu tes paroles. Et franchement, tout de bon pour 2021. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Salut à tous. Ciao, ciao.